Très heureux de vous retrouver. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format. C'est une tradition pour l'Intelligent TV. Chaque vendredi soir, nous avons rendez-vous avec vous pour décrypter, analyser, débattre avec des panélistes aguerris des sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Des gens sont en train de faire du n'importe quoi au PDCI. Ces propos ne sont pas de moi, mais signé Tidjane Thiam lors de sa conférence de presse à Paris, la capitale française. Mais Thiam contrôle-t-il réellement le parti? Les analyses de nos invités dans un instant. Nous reviendrons également sur la lettre ouverte de Laurent Gbagbo, président du PPACI, adressée au peuple de Côte d'Ivoire, comme l'indique l'intitulé. Que faut-il en retenir? Décryptage dans cette émission. Enfin, nous allons évoquer la mission d'évaluation préélectorale menée par une délégation de l'Union africaine actuellement en Côte d'Ivoire. Voici donc les grands axes de ce programme hebdomadaire auquel nous avons le plaisir d'associer Traoré Sidney Sidiki. Bonsoir. Allez, bonsoir Khalil. Vous êtes inspecteur auditeur, diplômé en journalisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à vous le merci. Michel Beta, bonsoir. Bonsoir Khalil. Directeur fondateur du journal Le Bélier, merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons tout de suite nous intéresser au premier sujet juste après ceci. Mardi 10 juin 2025, Tidjane Thiam a animé une conférence de presse à Paris et face à des militants de son parti, le PDCI RDA, le président du vieux parti, en a profité pour critiquer le bilan du RHDP, le parti au pouvoir, évoquer sa radiation de la liste électorale, mais aussi pointer du doigt le fonctionnement interne de son parti, son propre parti, on va le dire, des déclarations qui suscitent des interrogations chez certains observateurs sur sa capacité réelle à maîtriser les rouages du PDCI-RDA. Je vous invite à écouter cet extrait et on en débat juste après. Là, il y a des gens au PDCI qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais je l'avais dit, d'ailleurs, toute l'affaire Valérie Yapo, c'est parce qu'il y a eu des espèces de coups fourrés. Moi, j'avais dit, ne prenez aucune sanction. Je l'ai dit pour Billon. J'ai dit, ne prenez aucune sanction. Leur but, c'est de nous emmener au tribunal. C'est tout. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et c'est par les journaux que j'ai appris qu'on avait signifié à Valérie Yapo la décision la concernant, ce que j'avais interdit. Alors Sidney, quand vous entendez ces propos de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, est-ce que vous aussi, vous vous interrogez sur sa capacité réelle à diriger le parti? Forcément. Forcément, on s'interroge sur sa capacité à gérer finalement ce parti, parce que finalement, quand vous prenez l'historique de toutes ces dissonances, c'est comme cela qu'il faut les appeler. Déjà, il faut dire que Guy Kaoué avait donc rendu sa démission en tant que conseiller du président Thiam parce qu'il a dit comme cela qu'il y a des choses qui se faisaient au niveau du PDCI dont il n'était pas du tout informé. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam lui-même qui dit, finalement, qu'il n'a pas l'information de ce qui s'est passé au PDCI par rapport justement au conseil de discipline qui a été donc appliqué à Valérie Yapo et à Billon. C'est la preuve qu'en matière de communication au niveau du PDCI, il y a un souci énorme. Et quand c'est ainsi, on est donc obligé de nous interroger, en fait, finalement, sur la maîtrise vraiment qu'il a de l'appareil du PDCI. Parce que dire que les gens font du n'importe quoi au PDCI, je ne sais pas si les gens mesurent la gravité de tels propos et surtout si les gens voient toutes les instances finalement qui sont éclaboussées par de tels propos. Alors, les gens font du n'importe quoi au PDCI. Est-ce que c'est le bureau exécutif qui fait du n'importe quoi? Est-ce que ce sont les anciens du PDCI qui font du n'importe quoi? Est-ce que c'est le bureau politique lui-même du PDCI qui fait du n'importe quoi? Et donc, nous sommes là, à partir de cet instant, à mon avis, dans une déconnexion entre un leader et justement son parti. Et cela ne me surprend pas. On ne peut pas être à l'extérieur et gérer un parti. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Mesdames Michel, est-ce que pour vous aussi c'est une forme de déconnexion entre un leader et ses militants? Il y a des gens, donc il faut préciser la part. Il y a
c'est pas tout le monde, hein. Donc faut pas jeter le discrédit, faut pas tenter de jeter le discrédit sur tous ceux qui sont indexés. Bon, pour moi, d'abord, je suis étonné que c'est la seule partie que vous ayez retenue de son discours, parce que quand tu... C'est l'angle qui nous intéresse. Ouais, c'est l'angle qui vous a intéressé, je suis désolé, mais c'est pas l'angle le plus important, parce qu'il a, dans son discours aussi, parlé de sa capacité à gérer la Côte d'Ivoire en parlant de kleptocratie, parce qu'il a déploré le fait de la corruption, qui est un mal vraiment qui ronge notre pays et qui est le fait du pouvoir en place. Il a parlé aussi de logement, de la question du logement, qui est un problème crucial qui touche la vie des populations. Je crois que le PDCI est dans une dynamique, celle de reconquérir le pouvoir. Il a laissé entendre aussi que des choses lui échappent au sein de son parti. C'est pourquoi beaucoup se sont vraiment interrogés sur sa capacité à vraiment maîtriser son parti. Ça parce que, en fait, c'est le bien-être des Ivoiriens, hein, qui est le plus important dans l'analyse d'un discours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il apporte aux Ivoiriens? La cuisine interne du PDC, on va en revenir. Moi, je pense que il a dit dans son modèle de gestion qu'il veut gérer autrement. On peut qualifier ça peut-être de transparence. Et il faut comprendre aussi que Tidjane Thiam veut rester un peu dans sa stratégie politique, je pense, un peu ferme dans ses principes. Quand il dit que il y a des gens qui font n'importe quoi au PDC, il ne faut pas oublier qu'après, il suspend toutes les sanctions contre ces personnalités-là, au point de les intégrer, et plusieurs autres, au point de les intégrer. Peut-être que sa méthode est souple dans sa gestion, parce qu'il laisse toutes les entités démocratiquement s'exprimer au sein du parti, puisque le conseil des disciplines est un organe du parti, est un organe statutaire. Donc, cet organe-là s'exprime. Et Tidjane Thiam permet à cet organe-là de s'exprimer. Il est souple dans sa méthode et il en vient maintenant à montrer sa capacité d'unification de toutes les entités du PDCI. Quand tu suspends toutes ces décisions-là et qu'il demande à tout le monde d'intégrer le parti, c'est sa vision d'unifier et sa capacité de leadership qui est mise en jeu ici. Donc moi je pense qu'on peut l'interpréter différemment, hein, mais je pense que c'est pas le plus important. C'est pourquoi j'ai insisté sur les autres aspects de son discours, parce que j'estime que quand je prends un discours d'un leader politique aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a 5 mois d'une élection, et quand tu as 5 mois d'une élection, c'est plutôt qu'est-ce que tu vas proposer de changement. Et il a noté un des changements notables, la lutte contre la corruption, qui est un mal endémique qui frappe notre pays, et avec la complicité des pouvoirs en place, du pouvoir actuel. Donc je crois que quand on en arrive à cela, il faut plutôt voir dans ce discours-là la démonstration que Tidjane Thiam a tout nécessaire, a la capacité, la vision nécessaire pour apporter un plus à la 15 ans de gestion de RADP que les Ivoiriens visiblement n'en veulent plus. Donc pour vous, c'est plutôt l'expression de la démocratie au sein du PDCI-RDA. Oui, mais quand vous voyez sa méthode, mais moi, il a dit je vais gérer autrement, il a dit je vais apporter une méthode de gestion autre. Et sa méthode, quand il laisse un organe comme le Conseil, il aurait pu prendre une décision pour surprendre le président, mais il laisse l'organe s'exprimer. Quand il laisse l'organe s'exprimer, donc c'est une méthode, comme je dis, souple. Mais en fait, quand l'organe finit de s'exprimer, il a une vision d'unifier le parti et par son leadership, en intégrant tous ceux qui ont été sanctionnés. C'est noté. Voilà, au-delà même des deux personnalités citées. C'est noté. Monsieur Khalil, qu'on ne nous tourne pas en bourrique, on est tous allés à l'école. Et je pense qu'il y a des expressions qui, par elles-mêmes, vident en fait justement leur contenu. Quand quelqu'un vous dit en français, des gens font du n'importe quoi au PDCI, des gens font du n'importe quoi au PDCI, alors, ça veut dire qu'il y a un malaise justement dans sa gestion. C'est plutôt ce qu'il faut plutôt voir que de dire autre chose. Ça veut dire qu'il n'a pas été d'accord lorsque le conseil de discipline a décidé de ceci ou de cela. Est-ce que cela veut dire en français? Et quand c'est ainsi, cela montre qu'il n'était pas en phase avec le conseil de discipline. Mais il a ajouté qu'ils ne l'ont pas écouté. Mais c'est ce qui est important. Quand un leader en arrive de façon publique à dire qu'il n'est pas écouté, cela pose un problème de son leadership. C'est une question à la limite de cohérence. Il n'y a pas de transparence, il y a plutôt un malaise dans le fait qu'il n'arrive pas à se faire suivre par justement le conseil de discipline. Tu ne peux pas te faire suivre par une sanction. Mais s'il te plaît, il l'a pas fait. À partir de cet instant, ce qu'il faut lire en filigrane, c'est quoi? C'est qu'il a dit, mais il s'attendait à ce que finalement, le faisant, on serait allé en justice. Ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire que vous ne m'avez pas écouté et voilà où est-ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une question de comprendre le fond du discours. Et là, moi, je vous dis,
M. Tidjane Thiam est là, a traduit son malaise par rapport justement au conseil justement de discipline du PDCI qui ne le suit pas. Et cela ne me surprend pas, monsieur, quand je le dis. Je vous dis, on ne peut pas être à l'extérieur du pays et gérer un appareil politique en interne. Et je pense que le malaise, en réalité, est lié à cet état de fait. Et il lui revient, moi je dis sur cette question-là, de revenir et puis d'être là avec justement ces militants pour qu'ils puissent avoir la même mise sur lui-même les propres décisions qu'il veut justement qu'on applique. Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, est-ce que c'est cette apparente perte de contrôle dont vous parlez? Est-ce que ça remet en cause la capacité de Tidjane Thiam de diriger la Côte d'Ivoire? Très bien. Si vous voulez que moi je réponde à cette question de façon franche, pour moi, on ne peut pas diriger en étant à l'extérieur. Si vous n'êtes pas à l'intérieur pour avoir les ressentis des populations, moi je vous l'ai dit déjà une fois, pour vous-même maîtriser votre appareil, eh bien ça ira dans tous les sens, comme ce que nous sommes en train de voir présentement. C'est pour cette raison, moi je dis, et ça peut-être je vais être encore très clair, en Côte d'Ivoire, moi je ne pense même pas que nous ayons une opposition politique en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Nous avons des mécontents. C'est des gens qui sont mécontents. Tidjane Thiam n'est pas content, parce que justement, il y a une loi qui le disqualifie, il ne peut pas du tout candidater présentement. Le président Gbagbo n'est pas content, parce qu'il aurait bien voulu vraiment être candidat, alors que justement, il est sous lui, justement, comment on appelle ça, une peine de 20 ans. Blé Goudé, c'est pareil. Simon Gbagbo, c'est exact, etc. Donc, moi je dis, en Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est que nos hommes politiques, comme ils aiment bien se l'appeler ainsi, ils n'ont pas d'offre. C'est à partir de l'offre qu'on voit une opposition politique. Quelle est l'offre que vous faites aujourd'hui à la Côte d'Ivoire? Ils n'en ont pas. À partir de cet instant, tout ce qui est en train de se passer, moi je considère ça comme en fait des réactions d'humeur. Voilà ce que je dis. Beta. Non, vous savez, bon, chacun a son approche du sujet, hein, mais moi je pense que... une telle situation, pour lui, ça dénote du fait que Tidjane Thiam, président du PDCI, n'a pas la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Écoute, moi... Selon son développement, si Thiam ne maîtrise pas d'abord l'appareil PDCI-ETA, comment pourra-t-il arriver à diriger la Côte d'Ivoire? S'il te plaît. Parce que, tu vois, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Tout le monde. C'est pourquoi on parle de liberté d'expression. Est-ce que ce n'est pas juste son raisonnement? Non, ça ne peut pas être juste. Puisque les militants du PDCI qui s'expriment, c'est un parti politique. Ils ont voté Thiam à 99%. Vous pensez que quelqu'un qui ne maîtrise pas l'appareil de son parti, et on peut le lire à ce taux-là, hein, s'il vous plaît. Donc, moi, je ne suis même pas sur ces débats-là. Je dis... Au-delà du discours, du point du discours que vous avez retenu, je pense que Thiam a décortiqué la situation actuelle des Ivoiriens. Ceux qui sont à près de 200 000 en manque de logement. Et ça, nous tous sommes concernés. Et moi, je pense que c'est ça qui doit nous préoccuper. Quand tu montres sa grande maîtrise des questions sociales, des questions économiques, c'est ça qui doit capter notre attention. Il nous dit, je le cite, la corruption, que c'est un mal qui peut être résolu. Mais avec la complicité du pouvoir RADP, ça s'envenime en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Tu ne peux pas me dire le contraire. Toujours les scandales sont signalés. Donc, pour vous, le pouvoir RADP peut être un pouvoir corrompu. Mais c'est des faits. C'est des faits. On a parlé de kleptocratie. C'est pour dire que ça prend le blé en herbe de la Côte d'Ivoire, ça en fait autre chose et personne n'est sanctionné avec la complicité de ceux qui gèrent. Tout est faux, monsieur Khalil. C'est des faits. Donc, quand il parle aussi de 200 000 personnes en manque de logement, je pense que c'est des faits. Après les cas, c'est tout ça, on a vu la crise sociale que ça a créé. Donc, quand on est à ce niveau-là, on se demande, mais cet homme-là, il peut nous apporter des solutions. C'est ça la question. Il a parlé de la question de l'IDH. Les gens s'en sont saisis. D'autres même ont banalisé. Après, tout le monde s'est rendu à l'évidence. Ce n'est pas vrai non plus. Sans penser au social, au vécu quotidien des populations. Donc, je veux dire que aujourd'hui, contrairement à le narratif sur lequel d'aucuns veulent surfer, le PDCI n'est plus à ce niveau-là. C'est pourquoi on parle d'élection inclusive. Et c'est pourquoi le parti a décidé de s'exprimer demain dans les rues. Parce que, en fait, c'est quoi? Offrir aux Ivoiriens l'occasion de choisir le candidat qu'ils veulent. C'est ça la grande question de la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui radier des candidats, choisir soit seul qui est assuré de compétir et vouloir imposer une démocratie d'aucuns qualifié d'autocratie électorale. Aujourd'hui, on a vu que les institutions sont venues à notre chevet. Toutes ces questions-là doivent nous interpeller. On ne peut pas continuer de nier l'évidence, qui est que le RADP veut confisquer le pouvoir. Et pour cela, monsieur. Tout le monde doit pouvoir comprendre qu'il faut
ouvrir le jeu électoral pour que chacun puisse compétir. Les Ivoiriens, qui sont les seuls à pouvoir déterminer qui va conduire les destinées, puissent choisir et que demain soit meilleur pour chacun. D'accord. Ben voilà, je pense qu'ils veulent installer la Côte d'Ivoire dans une anarchie, et ce qui est inacceptable. Je vais vous donner la raison pour laquelle. Parce que l'appareil judiciaire a sa place dans la démocratie. Moi, je pense même que nos leaders politiques ont besoin d'être formés à la démocratie. Ils ne savent même pas ce que c'est, je crois. Ils sont dans un mouvement d'humeur. La démocratie, qu'est-ce que c'est? Non, c'est arrogance, c'est s'il vous plaît, mais vous me parlez d'arrogance par rapport mais à quand tu dis les leaders politiques ne savent pas ce que c'est que la démocratie, mais toi, tu absolument. le sais mieux que... Mais bien sûr, monsieur. Non, mais je vais vous arrête ça, dire. quand même. Non, je vais vous dire, monsieur. Tu dis ton Non, arrogance. voilà. Non, C'est non. ça qui les fatigue aussi en général. Vous ne laissez même pas les gens aller au bout. Mais vas-y. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, monsieur? Allez-y. Mais voilà. Vous avez la parole. Mais voilà, il faut qu'on sache ce que c'est que la démocratie. Allez-y, vous avez la Comment parole. on peut... Moi, je veux que les gens me disent comment est-ce qu'une démocratie peut fonctionner sans appareil judiciaire? Est-ce qu'on peut faire de la démocratie sans tenir compte des lois de notre pays? Moi, je veux que nos intellectuels me le disent. Partout dans le monde, l'appareil judiciaire s'est impliqué dans la vie des leaders politiques. Les pays que nous citons en exemple, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Laissez-moi terminer. Que ce soit en France ou aux États-Unis, est-ce que l'appareil judiciaire ne s'est pas invité dans la vie même intime souvent des leaders politiques? Mais c'est parce qu'ailleurs, les gens ont compris que vous ne pouvez pas faire de démocratie avec des leaders politiques dont le parcours existentiel est émaillé d'incivisme, etc. Et donc, à partir de cet instant, l'appareil judiciaire nous aide à mettre en place un cadre. Et ce cadre-là, c'est ce qu'il faut regarder que de regarder les humeurs et les ambitions des uns des autres, sinon autrement. Dans nos prisons, il y a pas mal d'ambitieux. On aurait pu les mettre dehors pour qu'ils soient candidats. Moi, je pense que nous qui sommes allés à l'école plus ou moins, ça je dirais aujourd'hui finalement comme cela, tellement que je suis déçu de certaines interventions. Il faut que ce soit nous qui disions aux gens, attention, quand on parle de démocratie, on est en train de vous dire, la liberté certes, mais la liberté est encadrée par des lois. C'est ce qu'il faut expliquer de plus en plus aux gens. Alors, tout à l'heure, là, ils ont commencé à lancer de grandes marches. On n'est pas contre les marches en Côte d'Ivoire. Moi, je suis favorable à des marches, mais il faut que ces marches-là soient encadrées et que, justement, elles n'aboutissent pas sur, justement, le désordre qu'il faut éviter. Parce que la démocratie n'est pas synonyme de désordre. Voilà ce que je suis en train de dire. Ou l'arrogance. Donc, pour vous, cette marche que projette faire le PDCA demain, ça va conduire à un désordre. Est-ce que vous voyez? Je ne le dis pas de façon automatique. Je dis qu'il faut tout faire pour que le désordre ne s'instaure pas à partir des marches. C'est ce que je suis en train de plutôt dire. Ah voilà. Moi, mon discours en la matière, je vais vous dire, c'est beaucoup plus de pragmatisme et de réalisme. Je dis que l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un manque d'offres en fait à la population ivoirienne. Elle n'arrive pas à séduire en fait au niveau de la population ivoirienne. Et c'est pour cette raison qu'il faut que la position elle-même se remette en cause dans sa façon de fonctionner, de communiquer sur le plan politique. Sinon, autrement, alors rapidement, on va revenir à ça. Il y a eu le meeting de la CAP le 31 mai à Yopougon. 24 partis de l'opposition pour 5000 personnes. Moi, je vous dis, des funérailles, même en Afrique d'ailleurs, dépassent 5000 personnes. Ça veut dire quoi en termes clairs? Que l'opposition a du mal aujourd'hui. Les responsables du parti ont évoqué des chiffres plus que ça. Ce n'est pas vrai du tout. Les chiffres que nous avons, ça dépend de là. D'où ces chiffres-là, ces chiffres de 5000 participants? Monsieur, mais nous avons aussi, je vous l'ai dit, nous nous informons, nous allons à l'information, nous lisons justement, comment on appelle ça, des manchettes, etc. Je vous dis, pour 24 partis politiques, je veux qu'on soit rationnel. La CAP parle de dizaines de milliers de participants. Ce n'est pas vrai du tout. Participants. Mais alors, monsieur, bon, ils disent qu'ils ont 20 000, 30 000, 40 000. Vous pouvez le prouver aussi, là? Pas du tout. Mais ce sont eux qui l'ont dit. Très ce bien. Sont les et moi, je dis, on a aussi lu quelque part, il n'y avait pas grand monde, il y avait 5 000 et moi-même j'y étais. Donc, attention, je peux le prouver. À partir de cet instant, je dis, pour 24 partis de l'opposition qui se mettent ensemble, ce monde qui a été mobilisé là, il est largement insignifiant. À partir de là, c'est à l'opposition de prendre conscience aujourd'hui du fait qu'elle n'arrive pas à séduire les masses. Moi, je suis à ce niveau. Et elle n'arrive pas à séduire les masses parce qu'elle n'a pas d'offre, en fait, à proposer qui puisse attirer quelqu'un. Voici ce que je suis en train de leur dire. Voilà. D'accord. Beta Michel? Non, vous savez, ça, c'est le narratif. Que propose l'opposition? Parce qu'il disait que l'opposition n'a pas d'offre. La lutte contre la corruption qui mine la Côte d'Ivoire. Quand Tidjane Thiam l'évoque, c'est pourquoi? C'est pour corriger ça.
Et ils corrigent comment? Quand on parle des questions de logement, oui. Quand on l'évoque, c'est pour les corriger. Mais actuellement, il y a un problème crucial. Parce que quand le RHDP est en train de visser le processus électoral, quand le RHDP est en train d'utiliser la justice à des fins, la justice ne devient pas une balance, mais ça devient comme un bâton contre l'opposition. Mais il y a cette question-là à résoudre. Parce que l'opposition, c'est que vous oubliez, aujourd'hui, tous les candidats sérieux, à même de compétir et de arracher la victoire au RHDP, sont interdits de compétir. Donc pour vous, la priorité pour l'opposition aujourd'hui, c'est de voir ces candidats. Ce n'est pas tellement parce que c'est de régler les problèmes de ces candidats. C'est ça d'abord. Faut pas se leurrer. Vous avez vu les hommes de Ouattara quand il était dans l'opposition à quel moment? C'est en 2008, on a vu ces hommes où il a sillonné le pays. Est-ce qu'on peut pas être en train de régler ces problèmes et puis proposer ce qu'on a proposé? La question, je veux vous rassurer. Oui. Il s'agit du PPACI. Laurent Gbagbo qui a déjà dirigé ce pays. Mais au fait, il a proposé une offre aux Ivoiriens avant de diriger. Il s'agit du PDCI, un parti qui a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Oui. Mais on a vu son programme de gouvernement jusqu'au soir des 30 glorieuses en Côte d'Ivoire. C'était sous le PDCI. On n'en parle même pas sur le RHDP. Parce qu'il n'y a pas de glorieuses. Il y a de la précarité, il y a de la difficulté, il y a la misère. Et les Ivoiriens en sont conscients. C'est ça, il faut noter. Moi, je dis, aujourd'hui, chaque acteur politique a une priorité. Et la priorité du parti de l'opposition aujourd'hui, c'est de voir ces candidats être à même de compétir. Et c'est pourquoi ils se sont levés contre la radiation de leurs candidats, contre l'exclusion. Et moi, je vais finir par là. Vous savez, quand on a vécu ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, depuis la mort d'Houphouët-Boigny et ce que Ouattara a parlé d'exclusion en son temps, contre sa candidature et pour laquelle d'aucuns se sont levés pour bloquer la marche du pays par des coups d'État. D'aucuns se sont levés pour bloquer la marche du pays par des rébellions. Mais on ne veut pas vivre cela aujourd'hui. Parce que c'est même pas le candidat qui est exclu, qui est à la base de cela, mais c'est des entités qui estiment elles ne peuvent pas supporter cette injustice-là et qui se dressent contre la marche des pays. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, quand on en arrive à cela, c'est de faire en sorte que le jeu électoral soit inclusif pour les candidats. Parce que c'est pas seulement des candidats exclus, c'est des voix. N'oubliez pas que ceux-là représentent des millions d'Ivoiriens. C'est ça la grande question. Rapidement, pour revenir à ce passé dont tu l'as parlé. Alors, moi, je vais vous montrer les limites, en fait, de votre gestion, que ce soit du niveau du PDCI, du PPACI. C'est que tous ces partis-là ont été battus. En fait, les gens ne lisent même pas que nous sommes dans une nouvelle configuration en Côte d'Ivoire. Tous ces partis ont été battus à toutes les échéances électorales par le RHDP. Ça veut dire, en termes clairs, pour un message très simple pour des esprits qui ne sont même pas encore très élevés, c'est que les gens ne veulent pas de vous. C'est pourquoi on ne veut pas voter pour vous. Il faut que les gens le comprennent déjà. Donc, comme les gens ne veulent pas de vous, ils n'ont pas voté pour vous. Non, ceux qu'ils veulent du moins, mais ce sont ceux qui sont là, voilà, pour qu'ils soient allés porter majoritairement, excusez-moi, leur voix sur le RHDP. Parce que le RHDP a quelque chose à offrir aujourd'hui aux Ivoiriens. Et moi, j'aurais aimé qu'on sorte en fait de ce discours qui est très chaotique. Comment voulez-vous que l'opposition présente ce qu'elle a offert aux populations si l'opposition jusque-là connaît des problèmes judiciaires? Il y a la loi, comme l'opposition le pense, qui est instrumentalisée par le pouvoir pour pouvoir écarter les leaders de l'opposition. Bon, alors, vous avez d'où vient en fait, excusez-moi comme ça de le dire, la malhonnêteté? Pardonnez-moi comme ça de le dire. Mais tu es devenu grave aujourd'hui, parce que tu es... Non, je ne dis pas ça. Non, je ne suis pas. Non, tu me dis des choses plus graves. Non, je t'ai jamais dit de choses. Tu me dis plus grave. Tu dis des choses plus graves. Non, ce n'est pas honnête. Moi, je dis, ce n'est pas honnête que d'accuser un parti au pouvoir, je suis désolé de le dire comme ça, qui en fait ne fait que, par exemple, utiliser des lois qui ont préexisté à parti. Je vous donne un exemple. M. Thiam, aujourd'hui, prenant son cas, il estime que c'est le RHDP qui est en train justement de le discriminer. Mais la loi a été votée en 1961. C'est-à-dire, à la limite, personne ne savait à cette date-là que M. Tidjane Thiam allait prétendre justement être président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce qu'appliquer cette loi-là veut dire que c'était contre toi qu'on est en train de le faire? Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut que les Ivoiriens puissent gagner en sagesse. Alors, concernant le président Gbagbo, mais on vous l'a dit, c'est 20 ans. Mais c'est la justice qui l'a prononcé. Comment vous voulez que dans un procès, comment vous voulez que dans une décision judiciaire, les Ivoiriens disent, alors, on fait table rase de tout ce qui est justice en Côte d'Ivoire, on permet donc à tout le monde de se présenter, mais à part de cet instant, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'ouvrir un chapitre que je trouve même plus dangereux? Mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait? On ne l'a pas déjà fait? Où? Avec Ouattara? On l'a fait avec Ouattara. On a fait quoi?
il était interdit de compétir en 2000. Non, vous n'avez pas compris justement. Vous savez pourquoi vous êtes dans la confusion? On ne comprend pas. Non, regardez rapidement. C'est-à-dire qu'il s'agit de vous, on ne comprend pas. Non, je ne dis pas cela comme ça, mais je suis en train de parler du factuel. Ce qui a été dit concernant Ouattara. Oui. Lorsque les gens prennent justement la loi, ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, ils l'ont reconnu à la conférence comme ça pour la réconciliation que c'était pris contre le monsieur. Non, mais s'il te plaît, la loi a été appliquée avant la conférence de la réconciliation. La loi a été appliquée avant. Je suis en train de t'expliquer. Mais la loi a été appliquée avant. Elle a été prise quand elle a été appliquée. Vous ne pouvez pas prendre une loi le lundi et l'appliquer le mardi. Ça veut dire en termes clairs que c'était la loi. Non, c'était dirigé contre quelqu'un. Vous avez pris la constitution là. Vous avez refait la constitution. Vous n'avez pas dit que ça met à zéro les. Moi, je suis en train de. D'accord, monsieur. On parle de la loi. La loi, c'est les une question pour vous, Beta Michel. Alors tout à l'heure, vous avez laissé entendre que la priorité pour l'opposition, c'est pas l'offre, c'est plutôt de régler ces problèmes avec la justice. Est-ce qu'on devrait comprendre que l'opposition n'ira pas aux élections? L'opposition n'ira pas aux élections? Mais pourquoi elle ne sait pas? Pourquoi elle est dans la rue? Pourquoi elle fait les meetings? Elle est dans la rue. C'est pour aller aux élections. Maintenant, si tu veux l'empêcher d'aller aux élections... La rue, c'est aujourd'hui la solution pour l'opposition. Mais c'est tout ce qu'elle a trouvé. Parce qu'elle a écrit plusieurs courriers au pouvoir. Le pouvoir n'a pas daigné répondre. Elle a fait des meetings pour interpeller le pouvoir, des conférences de presse pour interpeller le pouvoir. Mais elle n'a pas d'autres réponses. C'est des réponses démocratiques au mépris du pouvoir. Est-ce que ça ne peut pas nous conduire à un chaos? Et c'est le fait de qui, ce chaos? C'est une question que je pose. Non, mais si jamais on en arrive à cela, c'est le fait du pouvoir RHDP. Non, monsieur Beta. Ça, il faut le dire clairement. Il faut situer les responsabilités. Vous avez une responsabilité. C'est de faire en sorte que ces élections soient inclusives. C'est de faire en sorte que ces élections soient transparentes. C'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent participer, choisir leurs candidats. Et vous choisissez d'exclure d'autres. Ce que vous avez critiqué hier, vous choisissez d'exclure d'autres. Et vous voulez que les gens vous les regardent, faire ce que vous voulez. Mais verrouiller l'appareil électoral. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, le PDCI, le PPAC ont quitté la CEI. La CEI fonctionne avec le RHDP seul. Donc tout cela, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Aujourd'hui, nous sommes à un processus verrouillé, un processus qui déjà nous conduit dans une crise préélectorale, et certainement c'est une crise post-électorale. Mais il faut pas chercher midi à 14h. C'est le RHDP qui en est responsable. Non, alors, vous êtes en train de vendre, excusez-moi, le chaos, et nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela. Et je dis, en fait, les Ivoiriens aujourd'hui sont suffisamment responsables. Je pense que la Côte d'Ivoire a atteint aujourd'hui un niveau où tout le monde sait que nous gagnons, que nous gagnerons à ce qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une évidence. Et c'est pour cette raison qu'ils ne seront même pas suivis. Est-ce qu'elle ne dépend pas du pouvoir? Non, la paix dépend de tout le monde. La paix ne peut pas dépendre du pouvoir uniquement. La paix dépend de tout le monde. De ceux qui veulent casser même, je crois que c'est plus de l'autre côté que c'est le problème. Moi, je pense... Attention, l'opposition n'a pas dit qu'elle veut casser. L'opposition a juste vous savez, montré son intention. Il y a des éléments de langage. Là, mon co-débatteur vient de faire des dire. Manifestations. On parle de chaos, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, Adjoumani l'a dit. Si vous avez donc lu son intervention, vous avez écouté seulement son intervention, c'est que la paix sera préservée, les gens se donneront tous les moyens pour que, en fait, le pays puisse rester dans la stabilité que nous avons connue depuis 15 ans. C'est un discours, on l'a bien entendu. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, monsieur, chacun jouera sa partition. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour le second sujet. Vous suivez l'Intelligent TV, nous sommes vendredi 13 juin 2025. Vous êtes à votre émission hebdomadaire, la revue de presse à grand format, consacrée au décryptage de l'actualité nationale et internationale. Deuxième sujet de cette émission, 5 jours après son meeting à Port-Bouët, Laurent Gbagbo, président du PPACI, a adressé, vous le savez, une lettre ouverte au peuple de Côte d'Ivoire le jeudi 12 juin 2025. Dans ce courrier, il dénonce qu'il qualifie de dérive autocratique du pouvoir en place et annonce la création d'un mouvement, du mouvement Trop c'est trop, un mouvement qu'il présente comme citoyen, pacifique et non insurrectionnel, rassemblant selon ses mots des femmes et des hommes engagés pour la justice sociale et le respect de la Constitution. Beta Michel, qu'est-ce que vous retenez du contenu de cette lettre adressée au peuple de Côte d'Ivoire par Laurent Gbagbo, cette lettre ouverte?
Je crois que cette lettre ouverte s'inscrit dans la droite ligne de la démarche que le président Laurent Gbagbo a décrit depuis le dernier meeting à Port-Boué. Il a dit vouloir se battre pour le respect des droits. Non seulement lui-même ses droits, mais celui des Ivoiriens. Et c'est pourquoi il appelle les Ivoiriens à le rejoindre dans ce combat-là. Vous savez, Laurent Gbagbo, faut le situer dans son contexte. Depuis 1990, la défense de certains droits élémentaires des Ivoiriens a été de tout temps son combat. Et les Ivoiriens, dans leur majorité, l'ont rejoint là où il les a appelés. Il ne faut pas être étonné que demain, ce mouvement c'est trop, prenne de l'ampleur au point d'emmener les uns les autres, ceux qui refusent aujourd'hui d'écouter la voix de l'opposition, ceux qui refusent aujourd'hui d'écouter la voix du dialogue, ceux qui refusent aujourd'hui d'ouvrir le jeu électoral, ceux qui ont choisi d'être les seuls candidats à la présidentielle, soient obligés par la rue à venir s'asseoir sur la table de négociation qu'ils n'ont jamais voulu accepter. Donc je crois que ce mouvement-là même devait nous interpeller tous, parce que c'est un mouvement citoyen qui va au-delà de l'aspect politique. C'est un mouvement qui devrait nous engager, nous autres, qui voyons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, est en train de s'enliser dans une crise préélectorale, qui voyons que notre beau pays est en train de faire autre chose que ce qu'on a toujours prôné. On a dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue, un pays de paix. Prenons la paix. Faisons du dialogue notre seule religion. Évitons de nous enliser dans une crise que nous aurons du mal à démêler. Alors vous dites que c'est un mouvement qui doit nous interpeller tous. Est-ce que vous pensez que le PDCI peut rejoindre ce mouvement? Mais attendez. Ou va-t-il rejoindre ce mouvement? Non, les questions qui ont été évoquées dans ce mouvement-là, par ce mouvement-là, ce n'est pas les questions que porte le PDCI, sans même l'avoir rejoint déjà. Il porte aussi les questions. On peut porter les mêmes revendications, mais est-ce que le PDCI va s'aligner non, mais moi je pense qu'il y a des points sur lesquels... Ou le COGEP, le MGC de Simone Gbagbo. Ces différents mouvements s'alignent. Mais chacun est libre quand même. Il y a l'autonomie de chaque mouvement, mais sur certains points, tels que la radiation de certains candidats de la liste électorale, sur ces points-là, ils sont sur la même longueur d'onde. Et donc, je pense que, sans même avoir dit je rejoins trop, c'est trop, les uns les autres l'ont rejoint. Mais il s'agit de quoi? Moi, j'en appelle aux populations ivoiriennes. Parce que c'est vrai que la question de la démocratie, la question des droits de l'homme, on peut penser que c'est un fait qui est dédié seulement aux acteurs politiques, mais non, loin s'en faut. Aujourd'hui même, je comprends que des mouvements tels que les déflatés de la RTI ont rejoint le mouvement, les déflatés de la SOTRA ont rejoint le mouvement, et sans compter d'autres entités qui depuis longtemps subissent l'injustice sociale. Ils ont rejoint le mouvement à quel moment? Mais ce n'est pas exact. D'accord. Voilà. Donc je veux dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un mouvement citoyen qui doit engager non seulement les acteurs politiques, la société civile et tout citoyen lambda. Monsieur Khalil. Si vous allez rejoindre le mouvement? Je ne crois pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, on les a tous vus passer. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, ils oublient ce qu'eux-mêmes ils ont fait par le passé. De 2000 à 2010, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pays ne se portait pas pour autant très bien. Je suis désolé. Ils ont permis à c'est aujourd'hui au contraire que la Côte d'Ivoire se porte très bien. Nous avons même gagné en respectabilité dans le monde. Il faut que les gens le sachent. Laurent Gbagbo parle de dérive autocratique. Vous pensez que la Côte d'Ivoire se porte très bien? Oui, se porte très très bien. Et je pense même que jamais les gens n'ont été aussi libres pour exprimer leur opinion que sur le président Ouattara. Et à leur époque, Jean-Hélène, André Kiffer, ils sont où? Je suis désolé, monsieur. Donc pour vous, la création de ce mouvement, c'est la preuve qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Mais mieux que cela, on leur permet de faire leur meeting, d'exprimer leurs différentes opinions. Ça veut dire que sous justement la présidence du président Ouattara, il y a bel et bien l'expression des libertés. Mais est-ce que le LHDP à se féliciter pour ça? C'est la moindre des choses à faire. Permettre aux gens de s'exprimer, de faire connaître leur opinion. Mais quand certains ne le faisaient pas applaudir pour ça, non, mais quand certains ne le faisaient pas, c'est pas non plus à eux de dire que ce qui se passe présentement est la pire des choses. Bien au contraire. Tous les plateaux télé que nous avons aujourd'hui, les contradictions sont très vives. Et très souvent même, c'est le parti au pouvoir en fait qui prend chaque fois les pots cassés. On regarde les différents plateaux. Je dis ceci,
Ce qu'ils veulent, eux, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est cela la démocratie. Je suis désolé. Ce n'est pas quand ton opinion ne passe pas qu'il n'y a pas de démocratie. Le RHDP est en train aujourd'hui, au contraire, d'implémenter ce que moi j'appelle un état de droit. Et je pense que les Ivoiriens ne sont même pas encore accoutumés à ces choses-là, à la limite. Parce que si le droit n'est pas respecté, la démocratie elle-même n'aura pas de survie dans notre pays. Il faut que les gens comprennent que la démocratie n'existera pleinement que quand le droit aura du sens pour nous. Voilà ce qu'il faut apprendre aux gens. Et moi, je suis de cette école-là. Alors, je dis aux différents leaders politiques, c'est très bien, vous avez un certain nombre de griefs, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais comment est-ce que vous transformez ces griefs-là en offre politique? Parce que la problématique, et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire en fait. Là, nous sommes dans des dénonciations qui sont, que moi je trouve simplistes. Tout un chacun de nous peut dire que la vie est chère. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi terminer. Oui, mais laissez-moi terminer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites une évaluation de façon objective, il n'y a pas des efforts qui sont faits? Et non seulement sur les produits de denrées de première nécessité, ensuite même sur les avoirs des uns et des autres. C'est cela qu'il faut regarder. Et moi je dis, cette opposition, elle gagnerait, moi je crois, à gagner en maturité par rapport à la réalité nouvelle. La réalité nouvelle, c'est une Côte d'Ivoire qui avance, c'est une Côte d'Ivoire qui se fait respecter, et on leur dit, s'il vous plaît, ne mettez pas en péril ce développement-là. Parce que de plus en plus, les investissements que nous avons en Côte d'Ivoire, qu'on n'a jamais vus sous les différents régimes qui sont passés, mais il faudrait que ces investissements-là, qui sont porteurs d'emploi, il faut l'expliquer comme cela, qui sont porteurs d'emploi, puissent être maintenus dans un cadre de paix. Voilà ce que nous disons. D'accord. Alors, Beta Michel, quand on lit la lettre de Laurent Gbagbo, on voit qu'il fait des précisions. Il dit que c'est pas un mouvement politique, c'est pas un mouvement insurrectionnel. C'était quoi la nécessité de faire cette précision, selon vous? Non, mais la précision s'inscrit dans son démarche politique. Laurent Gbagbo, c'est un démocrate. C'est ça. Il faut dire qu'il veut utiliser tous les moyens démocratiques pour pour rentrer dans ses droits. Et c'est cela. Donc, il faut comprendre cette lecture-là comme l'esprit qui encadre même le leader politique qu'est Laurent Gbagbo. Moi, je vais même au-delà même de son appel à toutes les... Il a parlé de la Côte d'Ivoire dont il rêve. C'est ça aussi. Faut le dire. Il a parlé de la Côte d'Ivoire dont il rêve dans son discours de Port-Boué. Donc, faut comprendre Laurent Gbagbo que c'est un acteur politique qui a une offre. Qu'il a présentée depuis des années aux Ivoiriens, qui l'ont adopté en 2000. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas présenter Laurent Gbagbo pour dire non, Laurent Gbagbo, il n'a rien offert. Mais c'est faux! C'est archi faux! On a plusieurs leaders. Mais je crois que je vais terminer. Vous savez, quand on évoque 2000 et 2010, faisons attention. Faisons attention, parce que quand on évoque 2000 et 2010, quand on veut ignorer que le pays était coupé en deux par le fait d'une rébellion, c'est aussi un peu de cécité dans la mémoire. C'est pas normal. Il faut évoquer les faits, comme on veut être factuel. Il y avait une rébellion qui avait coupé le pays en deux. Et malgré cela, les droits des uns et des autres ont été respectés au point que le président Ouattara n'a pas pu être candidat. C'est ça aussi qu'il faut évoquer. Parce que si on s'en tenait à la Constitution, depuis 2000, la Constitution avait dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Donc, si on s'en tient à la Constitution, Ouattara n'aurait jamais été candidat. Non. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo prenne des actes des actes majeurs pour faire en sorte que la candidature de Ouattara soit acceptée par le Conseil constitutionnel. Donc, quand on est arrivé à cela, il ne faut pas qu'on soit amnésique de penser que c'est la loi seule dans un contexte conflictuel comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui peut régler les choses. Et puis, je vais terminer par là. Est-ce que vous pensez que l'acte que Laurent Gbagbo a posé en prenant cette loi pour permettre au président Ouattara d'être candidat, est-ce que ce acte il est regrettable aujourd'hui, selon vous? Mais si Ouattara n'en prend pas la mesure, ça peut être regrettable pour nous autres, pour tous les Ivoiriens. Mais je vais en finir par là. Vous savez, on a 15 ans de régime en RHDP. On a 15 ans de régime RHDP. En 2020, on a assisté à quoi? Quand le président Ouattara voulait faire son 3e mandat, la rue est descendue. On a eu des morts. Mais est-ce que c'est cela que nous voulons? Vous pensez que ces morts sont de la faute du président Ouattara? Mais monsieur, on a eu aussi la désobéissance civile, le CNT. Tu me laisses terminer. Monsieur Sidi, tu me laisses terminer. Oui, c'est... Voilà, s'il te plaît. Parce que quand tu parlais, monsieur, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand le ministre de la Justice se met devant les députés pour dire que cette constitution-là ne peut pas permettre au président Ouattara d'avoir un 3e mandat. Mais c'est quand la constitution a été violée
que ces gens-là sont descendus de la rue, ne pense pas que c'est parce que l'opposition les a appelés. Parce que quand tu sens, c'est pas parce que quelqu'un te dit descends de la rue que tu descends, c'est pas quand tu sens que tes droits sont bafoués, quand tu sens un moment que la justice ne joue plus son rôle, et que ceux qui sont en charge d'encadrer même ces lois-là s'éloignent des lois, c'est pourquoi tu descends de la rue. D'accord. Donc il faut comprendre que si aujourd'hui nous en sommes là, malgré, après 10 ans de crise, après plus de 10 ans de crise, c'est parce que l'opposition a offert un cadre, je dis, apaisé. D'accord, c'est bien pourquoi noté. on parle de construction de ponts. C'est pourquoi on parle de construction D'accord, de c'est logements. noté. C'est pourquoi on parle de construction de Au moins, il y en a. Au moins, il y en a. Dans la lettre, on constate que Laurent Gbagbo appelle toutes les forces vives au rassemblement, à se rassembler autour de ce mouvement. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo a la capacité, les atouts pour fédérer toutes les forces vives autour de son mouvement? Trop, c'est trop. Bon, moi déjà, avant de répondre à cette question, je suis contre la falsification de l'histoire. C'est quoi la falsification de l'histoire? Il faut faire très attention concernant les questions de rébellion, tout cela. Moi, je vais vous faire ma réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire? Bien, alors, attendez, rapidement. Et on va régler cette question-là. Il faut que, dans la mémoire collective, on fasse ce travail. Mais la rébellion est née sous vous. Ça veut dire que vous n'avez pas été capable de juguler la question de la rébellion. Alors, qui a fait la rébellion? Très bien. Jusqu'à ce jour, personne, c'est Soro Guillaume, qui s'est présenté à l'époque comme étant le responsable de la rébellion. Vous êtes d'accord avec moi? Il était de quel camp, Soro Guillaume? On ne sait pas. Soro Guillaume, c'est un citoyen ivoirien. On l'a vu en tant que il a été député RHDP, il a été président de l'Assemblée nationale. Voilà, député RDA, autant pour moi, président de l'Assemblée nationale en tant que RDA. Mais non, en fait, ce qui se passe après. Il était plus proche du président Ouattara que de Laurent Gbagbo. Non, c'est vous qui le dites ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé beaucoup plus après? On est rentré après dans des accords. Il a été RDA, vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Est-ce qu'il n'a pas été rébellion, sur le point de la rébellion, sur laquelle moi je voudrais, sur le point, excusez-moi, sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il faut qu'on fasse comprendre aux Ivoiriens que dans la gestion d'un pouvoir, tout ce qui arrive comme épreuve, c'est vous qui avez la charge de juguler l'épreuve, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est dommage. À partir de cet instant-là, moi, je dis, au lieu d'accuser les autres, il faut peut-être s'accuser soi-même d'avoir laissé prospérer une rébellion. C'est ce que moi, je dis. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Si je vais voir les choses comme ça. Parce que, à la réalité, ça nous appartient tous. Non, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à ceux qui sont les gardiens du temple, monsieur. Non, si tu vois ça comme ça, c'est dommage. D'accord, c'est dommage. On va laisser aller. Je te laisse à ton analyse. Sinon, autrement, il y a d'autres pouvoirs qui sont passés, qui ont réussi à battre en brèche. Parce qu'on a l'impression souvent que tous les pouvoirs qui sont passés n'ont pas été face à des épreuves. Ce n'est pas vrai. Même sous Houphouët-Boigny, il y a eu des épreuves. Et en tant que président de la Côte d'Ivoire, il a trouvé les solutions aux problèmes qui lui s'étaient posés en son temps. Mais c'est ainsi que fonctionnent en fait les pouvoirs. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'ils allaient avoir un pouvoir qui est très tranquille et ils allaient faire tout ce qu'ils... Même le président Ouattara présentement, mais le lendemain de 2010, je suis désolé de le dire, il y a eu des velléités, mais il a eu la baraka nécessaire, comme on le dit chez nous, de juguler ces choses-là. En fait, ça fait partie du jeu du pouvoir. Ce n'est pas la pire des choses qui arrivent au pouvoir, mais c'est sa capacité à répondre aux problèmes qui se posent à toi. Mais pour preuve rapidement sur ça, le président Gbagbo à l'époque, il nous l'a dit, on l'avait appelé pour lui dire qu'attention, il y a des soldats ivoiriens qui sont en train de s'entraîner. M. Blaise Compaoré l'a dit lors d'une conférence, qu'il y a des jeunes ivoiriens qui sont en train de s'entraîner. Il dit non, lui voit le dos des nageurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, on t'a donné la latitude, on t'a donné l'information, mais qu'est-ce que tu en as fait? Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est un passé douloureux. Alors, il faut qu'on passe à autre chose. Aujourd'hui, revenons à la question. Aujourd'hui, alors, concernant... Est-ce qu'il peut fédérer toutes les forces vives mais il a lancé un appel de Bonois. Combien de gens ont adhéré à cet appel? Le même président Gbagbo avait lancé un appel, l'appel de Bonois. Il y en a combien qui l'ont suivi? Et c'est ce que l'opposition en Côte d'Ivoire ne veut pas reconnaître. Ils ont du mal à ratisser large. Et c'est essentiellement lié au fait qu'ils n'ont pas d'offres qui séduisent aujourd'hui les populations. Et ils n'ont pas d'offres qui séduisent les populations parce qu'ils ne sont pas actualisés eux-mêmes dans leur mémoire. Ils sont restés dans le passé. Tous ces discours-là, c'est des discours passéistes en fait. La réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a une jeunesse qui de plus en plus veut travailler, qui de plus en plus est en train d'avoir en fait justement un bien-être soit par un concours, soit par, comment on appelle ça, un petit examen, etc. C'est cela la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que cette jeunesse, qu'ils croient pouvoir instrumentaliser comme ils ont fait avec nous en 90, ce n'est pas évident qu'ils rencontrent ça maintenant en 2025. Et c'est ce que je suis en train de leur dire. D'accord, c'est noté. Monsieur, on va partir pour le troisième et dernier sujet de cette émission, juste après une petite transition.
Depuis le mardi 10 juin 2025 jusqu'au dimanche 15 juin, une délégation de l'Union africaine séjourne à Abidjan dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale. L'objectif de cette mission est clair, échanger avec les institutions clés et les principaux acteurs du processus électoral, recueillir leurs préoccupations et attentes en vue de formuler des recommandations pour un scrutin libre, pacifique et crédible. Dans ce cadre, la délégation qui est conduite par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, son Excellence M. Mahamat Saleh Anadif, a rencontré plusieurs parties prenantes, le Conseil constitutionnel, la plateforme de l'opposition CAPSI, le parti au pouvoir, le RHDP, l'ancien président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Alors monsieur, quelle lecture faites-vous de cette mission en Côte d'Ivoire? Sydney. Bon, il faut saluer cette mission. Il faut la saluer parce que l'Union africaine, elle a de toute façon été à l'avant-garde aussi de telles initiatives, des initiatives vraiment de paix. Et je pense que c'est une de ces missions vraiment sur le continent. Alors maintenant, à côté de cette mission, il faut voir aussi l'importance qui est accordée à la Côte d'Ivoire. Et il a dit quelque chose de très important, c'est le fait que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui la locomotive de la sous-région sur le plan économique. Et donc, personne n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire bascule. Et je pense qu'un tel discours doit, nous, en tant qu'Ivoiriens, doit forger notre fierté par rapport à notre pays. Et c'est là où moi je dis, il faut que l'opposition aussi entende raison par rapport à un tel discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, qui sommes aujourd'hui la locomotive, qui sommes donc premiers, on n'a pas intérêt à ce que ce pays-là devienne dernier. Au moins, le message, il est simpliste comme cela. Et donc, il ne s'agit pas d'adopter des comportements qui vont arrêter l'élan économique aujourd'hui. Parce que ça veut dire quoi? Des marches éclatées dans tout le pays, ça veut dire que c'est le travail qui va s'arrêter quelque part. Vous avez peur des marches? Je n'en ai pas du tout peur, mais je dis qu'aujourd'hui... Vous en parlez beaucoup? Oui, j'en parle beaucoup parce que la jeunesse de 86, c'est nous. Moi, je pars sur une expérience empirique, en fait. Pourtant, c'est un droit qui est reconnu par les textes. Oui, c'est un droit qui est reconnu, je suis entièrement d'accord, mais comment on se développe si tout le monde doit marcher tout le temps? C'est une problématique. Comment vous développez? Comment vous travaillez si vous devez marcher tout le temps? Est-ce que le RHDP n'a pas marché? Est-ce que le RDA à l'époque n'a pas marché? Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer, monsieur. Pourquoi voulez-vous dissuader l'opposition On ne les dissuade pas. De plus en plus, nous comprenons mieux la situation. Alors, c'est comme par exemple rapidement avec la trêve sociale qui a été signée à un moment donné avec les syndicats. Mais ça a été une innovation qui nous a apporté énormément en Côte d'Ivoire. Pourquoi une innovation qui nous a apporté énormément? Parce que dans un accord que les différents syndicats ont trouvé avec le parti au pouvoir, ils en sont arrivés à un niveau où on dit, écoutez, nous avons des revendications que nous formulons, mais le pouvoir leur dit, vous n'avez pas besoin de marcher pour ça, vous nous laissez, sur le plan économique, nous avançons, et puis les dividendes nous permettent donc d'améliorer la condition de vie de vos travailleurs. Cette intelligence sociale... Il y a eu dialogue, c'est ça? Il y a eu dialogue, c'est ça? C'est en quelle année? Il y a eu dialogue, oui. Vous savez, il y a eu dialogue, n'est-ce pas, entre le pouvoir et... La trêve sociale depuis Gon, nous sommes justement avec les syndicats, nous sommes dans beaucoup de respect aujourd'hui. C'est ça qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La trêve sociale en question, c'est le fruit du dialogue, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi... Avec les syndicats. Pourquoi ne pas dialoguer aussi avec les acteurs politiques pour qu'on ait cette trêve, on va dire, politique? Oui, mais voilà. Vous savez... qui vous le RHDP a dialogué avec les syndicats, mais le RHDP refuse de dialoguer avec l'opposition pour qu'on ait une tranquillité, une paix. Bon, alors c'est ce qu'on peut comprendre? Rapidement sur ça. Chez nous, on dit, contre la mauvaise foi, il n'y a pas de remède. La discussion, c'est quoi? C'est le fait que nous nous rencontrions, que nous échangions, et que chacun puisse faire des concessions, ça et là. Mais dès l'instant où vous qui êtes demandeur, vous êtes dans l'inflexibilité, ça pose aussi un problème. D'accord, on vous a compris. On vous a compris. Pétain Michel, c'est quoi votre analyse de cette mission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, en prélude de cette présidentielle d'octobre 2025? Vous dites qu'avant l'Union africaine, l'ONU avait dépêché déjà une mission en Côte d'Ivoire. Tous ces acteurs internationaux volent au chevet de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est malade alors? Très malade. Très malade. Vous, quand les prémices se dessinent, c'est là, c'est à ce moment-là que ces entités-là
vole vite au secours de ces pays-là pour que la déflagration ne se suivienne. Donc, vous comprenez que nous sommes malades. Nous avons manqué beaucoup d'étapes pour arriver à solutionner les problèmes que nous avons vécus depuis 2000. Donc, nous sommes malades. Et ceux-là viennent pour nous aider. Quelle doit être notre démarche? C'est d'avoir de l'humilité. L'humilité pour écouter leurs avis. L'humilité pour accepter leurs avis. Mais je doute fort que le RHDP au pouvoir ne veuille écouter une entité internationale. Parce qu'on a vu depuis la Cour internationale. Il y a eu des rencontres, des échanges. Donc la Cour africaine des droits de l'homme a pris une décision pour demander l'intégration de certains acteurs politiques dans la liste électorale. Mais à quoi est-ce qu'on a assisté? Notre pays a choisi de sortir de cette Cour africaine. Voyez-vous, il y a des prémices qui montrent que le pouvoir, dans ton document, tu n'as pas dit qu'ils ont rencontré le président Ouattara aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, je voulais te signaler ça. Ils ont rencontré aussi le président Ouattara aujourd'hui. Dans notre pays, depuis Ouattara montre dans sa démarche qu'il n'a que faire des décisions des instances internationales. C'est dommage. Alors que depuis longtemps, on a eu ce débat en Côte d'Ivoire, la suprématie des traités internationaux sur les lois ivoiriennes. Lorsque les entités internationales donnent des recommandations à la Côte d'Ivoire, je pense qu'il serait judicieux pour nous. Parce qu'elles sont des acteurs neutres. Des acteurs neutres qui observent de loin et qui voient les prémices de ce qu'on peut créer comme difficulté dans notre pays. La Côte d'Ivoire a vécu déjà une tragédie en 2010. Il ne faudrait pas l'oublier. Elle en a vécu encore en 2020. On n'en veut plus. Et moi, mon cri de cœur, c'est qu'aujourd'hui, au moment où ces entités-là viennent à notre chevet, sachons écouter pour trouver les solutions qui vont avec, afin que nous soyons débarrassés de ce vieux démon qui fait qu'à l'approche de chaque élection, les Ivoiriens sont dans la peur. Les Ivoiriens sont dans la crainte. Quand ils te voient dans les rues, ils veulent te trouver, ils veulent que toi tu leur apportes. Mais tu n'as pas la solution. C'est vrai que tu es peiné de les voir souffrir ainsi, mais tu n'as pas la solution. Mais je pense que la solution est dans les mains du pouvoir RHDP. Alors parlant de solution, si l'Union africaine, après cette mission, recommande à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer les personnalités de l'opposition qui ont été retirées de la liste électorale, est-ce que vous pensez que le pouvoir RHDP, le pouvoir en place, pourra exécuter ces recommandations? Oui, je ne peux pas présager de cela, mais déjà, il faut rapidement qu'on vienne en arrière. Pas qu'on soit content de ce qui est en train de se passer présentement, ce n'est pas ça l'objet du sujet. Mais en Côte d'Ivoire, la communauté internationale est intervenue plus d'une fois par rapport à des partis qui sont passés auparavant et n'ont pas accepté. Il faut qu'on le rappelle aussi aux gens. Laquelle? Voilà. Déjà, à l'époque, avec le président Bédié, qui était à l'époque dans une adversité politique avec le président Ouattara. La communauté internationale est intervenue à l'époque pour qu'il y ait justement la paix, etc. Mais malgré cela, il a lancé un mandat d'arrêt international à l'époque contre Ouattara. Il a fait tout ça ici. Le PDCI. Bon, alors. Vous voulez dire quoi? Non. Vous voulez dire quoi? Ah oui, ça y est, on vous rappelle. Vous voulez dire quoi concrètement? Le président Gbagbo aux élections. Lorsque, en 2010, il a été battu aux élections, il n'a jamais voulu céder. Un panel de chefs d'État africains sont venus le voir, il n'a pas accepté, etc. Donc, pour vous dire quoi? C'est le même comportement que le RHDP adopte cette fois-ci. Non, pas ça du tout. Pour leur dire qu'ils sont très mal placés pour donner des leçons à d'autres. Mais c'est qui? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je pense que le RHDP est dans une démarche citoyenne que de dire à des adversaires politiques devant: voici les éléments qui fondent le fait que vous ne soyez pas sur la liste électorale. Maintenant, ces éléments-là vont être observés par justement ces différentes délégations qui viennent. Est-ce que ces éléments ont un contenu juridique ou pas? La problématique est là. Si ces éléments n'ont pas de contenu juridique, on avisera. Si ces éléments ont des contenus juridiques, on avisera. Mais il faut qu'on comprenne pour une fois que la problématique du droit national, elle n'est infléchie par rapport au droit international que si elle-même, elle accepte de l'intégrer. C'est comme cela que la loi fonctionne. La preuve, toutes les résolutions de l'ONU, Israël les a appliquées une fois, là, je veux savoir. Est-ce qu'Israël a appliqué une seule fois les résolutions de l'ONU qui ont été prises à l'encontre d'Israël? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la vérité, et c'est en cela que nos intellectuels ont intérêt à éclairer la lanterne des citoyens que nous sommes. En fait, la loi internationale n'a prédominance sur la loi nationale que lorsque
la loi nationale l'intègre. Si elle ne l'intègre pas, cette loi-là ne passe pas. Voilà pourquoi on a besoin d'être formé en réalité. Et donc on dit à nos différents juristes, dites à vos différents sympathisants, voilà comment est-ce que les choses sont vues. À partir de là, nous allons gagner en maturité en Côte d'Ivoire. Sinon autrement, mais si les supra-lois doivent diriger la nation, mais vous êtes indépendant comment? C'est encore eux qui ont crié à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La preuve que nous sommes indépendants, c'est que nous exerçons nous-mêmes nos lois. C'est la preuve de notre indépendance qui est là. Et c'est ce qu'ils refusent en entendant. Donc c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Qu'est-ce que vous dites de cette question de souveraineté? Non, on a signé des accords internationaux dans lesquels nous nous sommes engagés à respecter ces lois-là. Quand elles nous sont appliquées, respectons-les. On n'a pas besoin d'évoquer des questions de souveraineté. Quand la loi dit d'intégrer Laurent Gbagbo et Blé Boudé. Quelle loi qui dit? La Cour pardon. Ouais. La Cour africaine des droits de l'homme, quand elle le dit. Mais la Côte va se retirer après. Mais c'est parce que tu signes un accord avec quelqu'un. Mais tu vois, c'est pas correct. Moi, je pense que c'est pas correct et c'est pas décent. La Côte ne peut pas se comporter comme un État, je dis, comme on disait souvent, les États voyous. Peut-être les États de l'AES se comporter comme ça. On a dit non, ils sont dans une logique. Mais la Côte d'Ivoire, elle se doit de respecter ses engagements internationaux. Et un de ses engagements, c'est de faire appliquer ces lois-là, pour lesquelles elle a signé des accords. Elle a fait adopter par les députés. Mais il faut qu'on soit correct quand même. On peut pas se prétendre vouloir être un État moderne et se comporter comme un État qui ne respecte pas les choses. D'accord. C'est pas normal. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais le fait savoir, merci à tous les deux. Merci d'avoir été sur ce plateau pour donner vos avis sur ces différents sujets de l'actualité de cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, travaillons chacun à son niveau pour la paix, la prospérité en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Khalil.